Léo était un héros déprimé, trahi par les humains, trop puissant pour lui. Trahi, il décide de servir la reine démoniaque. Mais face à son refus, il se met à applaudir ses étranges généraux chaque soir pour la convaincre qu'il est un gigachad. Il y a un an, l'armée des démons, menée par la reine démoniaque Echidna, débarqua dans le monde humain et commença à harceler les humains. Puis, un jour, le héros Léo décide de s'attaquer seul à toute l'armée des démons, comme si c'était facile. Par la suite, Léo affronta Echidna, qui avait la forme d'un Mégazord des Power Rangers, et elle se révéla une adversaire redoutable. Cependant, il réussit à briser le cristal sur son front, la transformant en humanoïde, lui permettant de réaliser qu'elle était une ennemie. Après le combat, il retourna dans sa ville natale, mais au lieu de l'encourager comme un héros, ils protestèrent contre lui avec des tracts le diffamant, allant même jusqu'à envoyer des assassins le tuer. C'est à ce moment-là qu'il regretta d'avoir sauvé des humains, mais qu'il se soit retourné contre lui. Il projeta alors de rejoindre l'armée du Seigneur Démon et de détruire le monde avant qu'il ne le détruise. Il passa les mois suivants à voyager vers le royaume des démons pour rejoindre leurs troupes, mais constatant les dégâts qu'il avait causés au château du Seigneur Démon, il porta de véritables haillons en guise de déguisement jusqu'à son apparition devant Echidna et ses 4 grands généraux dans la salle du trône. Il retira hardiment son déguisement pour révéler qu'il était le héros qui les avait jetés dans cette situation pitoyable, mais qu'il souhaitait toujours rejoindre leur armée afin de résoudre leurs problèmes. Cependant, Echidna répliqua en lui lançant des attaques de feu, ce qui détruisit son déguisement minable, ainsi que les documents qu'il lui avait montrés lors de sa vente. Mais ses généraux avaient développé un profond respect pour Léo, car il les avait vaincus, eux et leur reine, lors de la précédente guerre, et ils acceptèrent donc sa proposition dans le dos d'Echidna. À l'époque, le premier général qu'il affronta fut une brute nommée Edwald, dont le corps était couvert d'écailles dures suite à la liaison alcoolique de sa mère avec un dragon. Après un certain combat, Léo déjoua le bulbe de piètre qualité en lui tirant un pistolet de course en plein visage. Le général suivant avec lequel il s'entrechoqua fut un assassin nommé Melniz, un émo. Il pensait incarner Oliver Queen en portant simplement un cosplay à capuche ténue et en sautant sur le champ de bataille comme un singe. Mais Léo le détruisit, ainsi que le bâtiment entier, d'un seul sort. Il devait ensuite affronter un général bestial nommé Lily, mais elle se révéla être une simple créature amnésique, qu'il transforma en monstre. Le dernier général auquel Léo dut faire face fut une puissante sorcière à 4 yeux nommée Chutina. Il la mit en échec et mat en lançant une barrière anti-magie qui la rendit plus inutile que Sakura, la forçant à battre en retrait. De retour dans le présent, il leur raconta comment les humains l'avaient trahi et comment il souhaitait se venger en aidant Echidna à reconstruire son armée afin de les anéantir. Apprenant cela, Chutina décida de le soumettre à une période d'essai d'1 mois pour évaluer sa valeur. Chutina lui dit également d'utiliser la magie pour se déguiser en permanence afin d'empêcher Echidna de découvrir son identité. Elle lui promit qu'il la convaincrait de l'accueillir officiellement s'il faisait du bon travail pendant cette période d'essai. Plus tard dans la soirée, Léo entra dans la salle du trône vide et se souvint comment Echidna avait ordonné à ses démons de ne pas tuer d'humains morts pendant la guerre. Il se donna pour objectif de lui demander pourquoi elle avait choisi d'épargner l'humanité et pourquoi elle était restée dans le monde humain malgré sa haine profonde. Le lendemain matin, Léo se réveilla joyeux malgré les millions de documents sur sa table, déterminé à faire ses preuves pendant son mois d'entraînement. Après avoir utilisé la magie pour déverrouiller sa porte, il tenta de réveiller Chutina qui exposait ses complots dans sa tenue de nuit, mais elle refusa de se réveiller. Il utilisa donc un sort de métamorphose pour transformer sa voix en celle d'Echidna. En utilisant cette voix, il lui ordonna de faire un rapport d'étape sur tous les nouveaux candidats à un emploi, et en entendant cela, elle sauta immédiatement du lit avant de l'informer, la tête baissée, qu'ils n'avaient pas été en mesure de traiter l'énorme quantité de candidatures qu'ils avaient reçues. Léo reprit sa voix habituelle pour poursuivre l'interrogatoire, et la sorcière idiote promit timidement d'avoir une liste de candidats pour le lendemain. Il évoqua son manque de sommeil, et elle expliqua que c'était à cause de son manquement à son devoir. Il lui conseilla de déléguer certaines tâches à ses subordonnés, car elle ne pouvait pas tout faire seule, et elle était entièrement d'accord. Elle finit par lever les yeux et vit qu'elle parlait aux héros idiots et non à sa reine. Elle commença alors à lui lancer des attaques de magie de glace. Le grondement provenant de la chambre de Chutina fut si fort qu'il réveilla Echidna, et la reine commença à se demander si Chutina ne rêvait pas d'un combat de Pokémon. Plus tard, Léo balayait les décombres lorsque Chutina se mit à hurler tout en le bombardant de ses attaques de glace. Apparemment, l'armée démoniaque souffrait d'un manque cruel d'effectifs, car l'attaque destructrice de Léo avait contraint la plupart des meilleurs soldats démoniaques à retourner dans le monde des démons pour se remettre de leurs blessures. De ce fait, leurs tâches furent confiées aux 4 généraux, et Chutina se retrouva en charge de la majeure partie du travail, seule dotée de suffisamment de ressources intellectuelles pour s'en occuper correctement. Comme Echidna souhaitait que son armée démoniaque soit reformée au plus vite, Chutina s'était surmenée, ce qui expliquait pourquoi l'attaque de glace qu'elle enchaînait sur Léo semblait plus faible que d'habitude. Chutina commença à halter et Léo lui dit d'un ton enjoué d'être plus gentil avec lui,
car il essayait seulement de l'aider dans son travail. Lorsqu'elle évoqua le fait qu'il avait fait irruption dans sa chambre pendant son sommeil, il lui rappela qu'elle était une succube, et elle fut si gênée qu'elle le frappa d'un autre puissant sort de glace. Un peu plus tard, Chutina s'habilla convenablement et Léo parcourut la liste des tâches qui lui étaient assignées avant de lui demander d'en déléguer certaines à sa collègue. Chutina affirma qu'elle ne pouvait rien faire, faute de subordonnés de confiance, et Léo accepta à contre-cœur. Voyant que la dernière tâche de la liste était de régénérer les récepteurs de mana, il commença à y réfléchir. Il savait que plusieurs installations du château exploitaient le mana des réacteurs, et que seul le créateur des récepteurs pouvait les réapprovisionner en mana. Cela signifie que les récepteurs de mana créés par Chutina ne peuvent être réapprovisionnés que par Chutina elle-même, et qu'ils seraient détruits si quelqu'un avec une longueur d'onde de mana différente tentait de l'aider. Léo décida alors de se charger de réapprovisionner les récepteurs de mana de Chutina, et elle le remercia, car cela lui causait un véritable casse-tête. Elle lui demanda d'un ton enjoué comment elle pensait qu'il s'y prendrait, et elle répondit qu'il prévoyait d'imiter sa longueur d'onde de mana avec un sort appelé harmonisation. Elle lui expliqua qu'elle ne possédait que 4 récepteurs de mana sur les centaines que comptait le château, et qu'il suffisait de les réapprovisionner tous les 2 ou 3 jours. Cependant, Léo lui dit qu'il le ferait en 2h30, et elle lui fit remarquer qu'elle pouvait le faire en moins d'1 heure. Il lui promit donc de le faire d'une manière qui la surprendrait tellement qu'elle le laisserait piller son donjon. Léo utilisa alors un sort pour se couvrir d'une armure sombre et demanda à Chutina s'il pouvait prendre le titre d'assistant du général démon, ce qu'elle accepta. Il commença à lui demander son avis sur les noms de code farfelus qu'il avait inventés, mais Chutina le chassa pour qu'il puisse se mettre à la tâche. En sortant de la pièce, il vit une étrange elfe nommée Dianette, qui s'enfuit aussitôt qu'elle le vit. Un peu plus tard, Léo retourna dans la chambre de Chutina et lui dit qu'il avait tout réglé. Elle exprima ses doutes en soulignant que cela ne faisait que 30 minutes, mais il lui assura qu'il avait tout réglé. Chutina tenta de lui confier une autre tâche, mais il se dit épuisé, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas ajusté sa longueur d'onde de mana. Il créa alors un orbe magique qui lui permettrait de la regarder travailler pendant qu'il se reposait, pendant que Chutina s'occupait de la paperasse. Léo s'amusait comme un fou sur le canapé, et lorsqu'elle le confronta à ce sujet, il lui dit qu'il avait besoin de plus de repos pour recharger son mana. Elle tenta de le ramener au travail, mais Gigachat Boy utilisa un sort de gravité pour se rendre aussi lourd que le titan colossal. Léo continua de flâner jusqu'à ce que Chutina, furieuse, s'approche de lui et tente de le frapper avec son banquet. Ils furent interrompus par un coup frappé à la porte. Dianette entra dans la pièce et Léo la félicita d'avoir accompli la tâche qu'il lui avait confiée avant de lui dire de l'appeler Onyx, le chevalier noir. Il lui demanda ensuite de faire un rapport sur la maintenance du réacteur, et elle l'informa que le talisman qu'il lui avait donné fonctionnait parfaitement. Chutina fut choquée, alors Dianette lui expliqua que le talisman était suffisamment résistant pour une utilisation continue, puis lui demanda s'il pouvait prendre en charge le processus de réapprovisionnement des réacteurs de mana. Léo expliqua alors comment il avait créé un talisman à l'aide d'une pierre spéciale qu'il avait imprégnée de la longueur d'onde magique de Chutina et qu'il avait donnée à Dianette pour qu'elle puisse réapprovisionner le mana. Dianette les informa ensuite qu'elle avait trouvé 3 autres personnes pour se partager la tâche et que Léo les avait officiellement chargés de cette tâche. Par la suite, Dianette avoua s'inquiéter secrètement pour Chutina, ce qui émut la reine sorcière aux larmes. Après le départ de Dianette, Léo fit une leçon à Chutina sur la meilleure façon de répartir le travail entre camarades avant de lui conseiller de faire confiance à ses subordonnés. Léo lui remit ensuite une liste de tâches qu'il avait établies et lui dit de les déléguer à ses subordonnés. Chutina le remercia de son aide malgré son impolitesse, et le héros nonchalant répondit que ce n'était rien. Elle le congédia avec un sourire enjoué, mais le bouffon gâcha l'ambiance en essayant de la provoquer à faire des danses de yoga avec lui. Elle le chassa donc. Plus tard dans la soirée, Chutina retrouva Léo et l'informa que Lily avait été envoyée en mission logistique importante, que Loli, à l'esprit mort, prenait pour une partie de plaisir. Léo avait choisi de profiter de quelques vacances sur l'une des îles tropicales de la mer de Largo, mais ces moments de bonheur furent de courte durée. Lily débarqua et lança une course contre la montre avec ses subordonnés sur l'île. Lorsque Chutina annonça à Léo que Lily se rendait à Largo pour la mission, Léo lui demanda pourquoi elle allait si loin. Chutina expliqua alors que l'armée démoniaque et le peuple de Largo formaient une alliance solide. Léo rappela ensuite que Largo était une ville peuplée de dragons, et il rappela comment, il y a 3000 ans, le roi démon Bélial mena une attaque contre le royaume des humains. Après sa défaite, humains et démons commencèrent à vivre en paix, et les dragons firent de même jusqu'à ce que les humains les persécutent agressivement, les forçant à se réfugier à Largo. Chutina expliqua que c'était à cause de ce passé malheureux avec l'humanité que le peuple de Largo avait accueilli l'invasion d'Echidna à bras ouverts, et que c'est grâce à leur aide qu'elle avait pu lutter si longtemps contre l'humanité. Chutina rappela que Largo était la bouée de sauvetage de l'armée démoniaque, puis elle chargea Léo de veiller à ce que leur cargaison arrive à bon port, car le château commençait à manquer de nourriture et d'équipement. Elle lui montra les soi-disant rapports de Lily,
qui ressemblaient à des pages arrachées du livre de coloriage d'une enfant gâtée, tout en l'informant que cette idiote de Loli mettait généralement trop de temps à terminer ses missions malgré son personnel suffisant. Léo demanda pourquoi elle l'envoyait, lui et non Edwald, un démon de l'argot, et Chutina répondit qu'il ne pouvait pas l'envoyer car ils avaient besoin de lui pour protéger le château. Elle fit également remarquer que Lily n'apprendrait rien si Edwald faisait tout le travail et que Léo avait compris qu'il était en fait envoyé pour surveiller Lily pendant la mission. Léo accepta la tâche, et juste au moment où Chutina s'apprêtait à lui donner des détails sur la façon de se rendre à l'argot, il l'interrompit avec des mots farfelus, ce qui la rendit si perplexe qu'elle recommença à lui lancer des glaçons. De retour dans le présent, Léo poursuivait Lily tandis qu'elle courait avec sa bande, et après la course, elle félicita ses hommes pour leur excellent travail. Léo demanda à Lily d'arrêter de jouer, et elle lui répondit qu'il ne faisait pas que s'amuser, mais plutôt une course pour voir qui rassemblerait les provisions le plus vite. Un de ses hommes lui fit savoir qu'ils avaient encore beaucoup à transporter, mais elle annonça qu'ils avaient terminé pour la journée et leur conseilla de se reposer. Un peu plus tard, Léo se détendait sur le rivage et Lily arriva avec une noix de coco qu'elle commença à lui donner. Cependant, Léo craignait qu'ils ne finissent pas de transporter ce qu'ils avaient au rythme où ils allaient, car l'île était encore pleine à craquer de provisions qu'ils devaient acheminer par un portail vers le château. Il savait que la tâche ne prendrait qu'un jour ou deux si les bonnes personnes étaient affectées à chaque tâche, et Lily interrompit sa réflexion en lui tendant des carottes. Des démons demandèrent à Lily qui était Léo, et l'imbécile était sur le point de tout cracher lorsque Léo se couvrit la bouche en leur annonçant qu'il était le chevalier Noironique. Un peu plus tard, Léo tenta de faire réparer des pièces endommagées par des démons, mais ils lui dirent qu'ils ne pouvaient pas modifier leur tâche sans l'accord de leur chef, Lily. Voyant que Lily était trop occupée à grignoter des carottes, Léo réalisa à quel point elles étaient cuites. Plus tard dans la soirée, Léo se sentait déprimé par la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, d'autant plus que les villageois du Largo s'étaient plaints de leur méthode imprudente. Il craignait de perdre le peuple dragon et le centre logistique si cela continuait ainsi, et une fois de plus, Lily surgit pour interrompre ses pensées. Remarquant sa mauvaise humeur, l'idiote présuma humblement qu'il se sentait malade et se précipita pour aller chercher des médicaments. Pendant ce temps, un démon informa Chutina que leur cargaison n'était pas encore arrivée, et après son départ, Melnez lui dit que Lily était trop bête pour s'occuper d'une tâche aussi importante. Cependant, Chutina lui rappela que Lily était l'un des 4 généraux démons, puis évoqua un moment après la guerre où Lily avait réconforté Echidna, qui se sentait inutile après sa défaite face à Léo. De retour sur l'île, Léo vit Lily chercher désespérément des médicaments sur l'île, et il commença à se dire qu'elle ferait mieux de s'investir pleinement dans cette tâche lorsqu'une révélation lui traversa l'esprit. Quelques minutes plus tard, Lily retourna dans la tente après avoir trouvé des médicaments et rencontra Léo, l'air encore plus constipé que d'habitude. Léo lui raconta qu'il avait été mordu par un serpent pour aider Lily à mûrir, et elle se mit aussitôt à pleurer. Il dit que c'était la fin pour lui, mais elle affirma qu'elle ne voulait pas qu'il meure et suggéra de l'emmener se faire soigner par Chutina. Cependant, Léo affirma qu'elle ne pouvait pas le faire car le portail était brisé, et il savait qu'il n'y avait qu'un seul moyen de le guérir, aucun des clochards de Largo ne connaissant la magie de guérison. Lily suggéra alors de cueillir des herbes médicinales, et c'était exactement ce que Léo avait prévu. Après son départ, il se soigna grâce à la magie de purification et téléporta le serpent avant de la suivre avec son œil sphérique. Léo était heureux d'avoir ouvert des sentiers sur la route des montagnes, ce qui nécessiterait une gestion rigoureuse de son équipe pour les franchir. Lily finit par se transformer en un immense loup blanc, que Léo identifia comme le loup divin Fenrir, divinité protectrice de sa patrie sur le continent d'Urcia. Elle atteignit finalement la première épreuve, une immense frontière que Léo rendit impénétrable aux attaques physiques. Léo était convaincu qu'il lui faudrait un travail d'équipe pour y parvenir, mais Miss Twilight le stupéfia en la franchissant avec une force brute. Lily arriva ensuite à la deuxième épreuve, un amas de slime qui la retenait, une fois de plus, elle dépassa les attentes de son frère en se frayant un chemin. La troisième piste était une énorme crevasse que Léo avait créée sur son passage. Léo s'approcha, déguisé en marchand hideux, pour observer sa lutte. Voyant que Lily peinait à trouver une solution, il entonna une chanson loufoque sur le pouvoir de l'amitié, ce qui la poussa à courir chercher de l'aide. Cependant, Lily finit par traverser la rivière à la nage avant de remonter de l'autre côté, affirmant que c'était ses camarades qui le lui avaient conseillé. Lily franchit les autres pistes avec brio et retrouva ensuite Léo qui la félicita pour son effort. Elle lui montra ensuite un dessin qu'elle avait fait où tout le monde travaillait ensemble et expliqua que c'était son personnage de marchand qui l'avait aidé à comprendre qu'elle était trop bête pour faire les choses seule. À leur retour de voyage, Léo raconta à Chutina tout sur le développement du personnage de Lily, et elle l'informa que la reine Echidna avait immédiatement demandé une audience avec le chevalier Noironyx. Il y a quelque temps, Léo fut envoyé d'un hélicoptère pour affronter des démons qui terrorisaient les habitants d'une ville. Tandis qu'il les démantelait, les habitants le fixaient avec effroi. Cependant, il continua à les détruire sans merci,
ne pensant qu'à remplir le rôle pour lequel il avait été créé, protéger l'humanité. Léo se réveilla dans le présent et n'arrivait pas à croire qu'il faisait un nouveau cauchemar sur son triste passé. Il se souvint du moment où Chutina lui avait parlé de l'invocation d'Echidnae. À l'époque, il craignait qu'elle ait découvert leur manigance. Chutina le calma alors en supposant qu'Echidna voulait simplement qu'il se présente officiellement à elle. Chutina avoua également que c'était elle qui avait parlé d'Onyx à Echidna en lui disant que leur récent progrès était dû à lui, ce que Léo avait, à juste titre, traité d'idiote. Léo savait qu'Echidna était à la fois très douée à l'épée et à la magie, ce qui signifiait qu'elle pourrait percer son déguisement. Chutina lui dit de l'appeler dès que la reine découvrirait qui il était. Cependant, Léo répondit qu'il s'en chargerait lui-même et enfila son armure avant de lui demander de faire comme si elle ne savait rien. Il finit par se rendre dans la salle du trône et Echidna se mit aussitôt à le dévisager pour ses exploits, lui faisant comprendre qu'elle n'avait pas deviné qui il était. Elle lui offrit alors une place à sa table, qui était remplie de nourriture. Frère fut stupéfait, car il n'avait jamais eu de rendez-vous avec un démon auparavant. Ils mangèrent et burent joyeusement, mais Léo ne pensait qu'à s'enfuir au plus vite pour éviter qu'Echidna ne le démasque. Finalement, Echidna lui demanda de retirer son masque et il tenta de le lui faire comprendre, mais elle prétendit vouloir lui parler en face avant de s'approcher de lui pour retirer le masque. Alors qu'elle retirait le masque, Léo utilisa rapidement la magie pour transformer son visage en une apparence similaire, mais plus pâle, ce qui plut à Echidna. Léo savait qu'il était plus laid qu'un troll, alors il remercia le ciel qu'Echidna soit ivre, et elle se remit bientôt à manger tout en discutant joyeusement avec lui. Bro savait qu'il avait un talent de conférencier exceptionnel, alors il décida de remplir son verre de vin comme un majordome, avec l'intention de la saouler pour que l'événement se termine. Après environ 200 verres, Echidna semblait avoir atteint ses limites. Mais avant que Bro ne puisse faire un tour de piste, elle passa à la vitesse supérieure en buvant directement au verre. Pendant ce temps, Chutina était dans son bureau, craignant que ce héros idiot ne vienne tout gâcher avec Echidna, et quand Lily arriva, elle essaya de faire comme si de rien n'était. De retour à table, Léo décida de passer au plan B, et il le fit en faisant remarquer que la saucisse qu'il mangeait était préparée avec des épices spéciales de l'argot. Echidna expliqua qu'elle avait à peine pu savourer des repas aussi extravagants que celui qu'il prenait, faute d'épices, puis félicita Lily pour sa bonne gestion du travail. Léo remarqua que le sourire d'Echidna était aussi innocent que celui d'une fille normale, et il avait apparemment initié cette conversation culinaire avec elle, car c'était lui qui avait préparé les saucisses qu'il mangeait selon la recette secrète de Gordon Ramsay. Lorsqu'il expliqua à Echidna qu'il avait préparé le repas, elle commença à le critiquer, mais changea de sujet en lui demandant pourquoi il portait toujours son casque. Léo mentit en affirmant avoir été maudit par la déesse Tiana et qu'il ne pouvait se montrer aux autres que pendant une durée limitée. Echidna lui demanda s'il n'avait pas porté son casque depuis longtemps, et il se laissa aller en mode simp en affirmant qu'il était prêt à risquer sa vie si cela lui permettait de passer du temps avec sa reine. Elle s'est immédiatement énervée, et Bro était ravi, car son plan pour échapper à leur rendez-vous en fixant une limite de temps se déroulait sans problème. Cependant, Echidna oublia tout ce qu'il venait de lui dire et commença à le pousser à boire davantage avec son aile jusqu'au bout. Pendant ce temps, Chutina se disputait avec Lily lorsque Dianette arriva avec un message urgent pour eux. À table, Echidna remercia Léo d'avoir aidé Chutina et Lily dans leurs tâches, et avoua avoir organisé ce festin pour le remercier de ses efforts. Echidna affirma ensuite qu'elle accueillerait avec plaisir tous ceux qui souhaiteraient mettre leurs compétences à sa disposition. Léo lui demanda alors pourquoi elle n'avait pas accueilli le héros lorsqu'il avait choisi de se joindre à elle. Aussitôt, elle entendit son nom. Elle se déchaîna, affirmant qu'il était la dernière personne qu'elle voudrait avoir dans son armée de démons, car il les détruirait de l'intérieur. Léo trouva cela ironique, car le héros qu'elle dénigrait était celui qui améliorait la situation de son royaume. Elle poursuivit ensuite en se plaignant du fait que le héros l'avait empêché d'obtenir la pierre philosophale. La pierre philosophale est un trésor sacré qui, selon les rumeurs, aurait servi à fonder la capitale et qui aurait des vertus extraordinaires, dont celle de rendre immortel. Cependant, Léo savait que ces rumeurs étaient fausses, car il l'avait déjà utilisée et avait découvert qu'elle n'avait aucun pouvoir spécial. La reine débile continua de fulminer contre sa tentative infructueuse d'obtenir la pierre et finit par admettre qu'elle avait déclenché la guerre contre l'humanité non pas pour la conquérir, mais pour la récupérer. Léo lui demanda alors ce qu'elle comptait faire de la pierre philosophale, car il avait besoin de savoir pourquoi elle était encore dans le monde des humains à reconstituer son armée au lieu de retourner dans son royaume. En réponse, elle lui demanda de la suivre. Elle l'emmena sur le balcon où elle lui révéla que le monde des démons était un vaste désert sans soleil ni végétation, où les démons s'affrontaient pour les ressources restantes. Echidna expliqua qu'elle souhaitait transformer sa patrie en utopie grâce à la pierre philosophale, et Léo fut stupéfait de la voir combattre l'humanité pour améliorer la vie de son peuple. Léo a ensuite évoqué le fait qu'elle interdisait à ses démons de s'attaquer aux humains non vivants et elle a dit qu'elle ne pouvait pas se résoudre à jouer pleinement le rôle du méchant parce qu'elle savait que les humains essayaient simplement de défendre leur maison comme elle.
Elle affirma alors ne pas en vouloir au héros, sachant que défendre l'humanité était son devoir. C'est ainsi que Léo réalisa qu'elle était une dirigeante bienveillante et soucieuse de son peuple. Echidna interrogea alors Léo sur ses objectifs, et il s'apprêtait à lui révéler son identité secrète lorsque Chutina et Lily arrivèrent pour les informer que les deux autres généraux avaient abandonné leurs missions respectives. Un soir, Léo rencontra Melny, se reposant au bord d'une rivière, et lui demanda ce qui le tracassait. Lorsque Léo reçut les lettres concernant les Melny et Edwald, il fut stupéfait de voir que l'assassin Yamo avait écrit que le reste de la bande ne devait pas venir le chercher, car il partait à la recherche du One Piece. Et il fut encore plus stupéfait de voir qu'Edwald avait annoncé qu'il se ferait seppuku pour n'avoir pas correctement entraîné ses troupes à l'art du tir. Léo promit de poursuivre Melny, tandis qu'Echidna proposait de gérer elle-même la situation d'Edward. Cependant, Echidna commença à trébucher à cause des millions de verres qu'elle avait bu et de l'inquiétude de ses généraux, mais elle se calma rapidement en crachant du feu. Après cela, Léo se précipita à la recherche de Melny dans son armure sombre et il arriva à un endroit où Melny commença à l'attaquer. Il tenta d'expliquer qu'il était Léo, mais Melny ne lui laissa même pas le temps de parler. Il reprit donc sa forme normale, obligeant Melny à suspendre son attaque. De retour dans le présent, Léo demanda à Melny pourquoi il utilisait une excuse paresseuse comme partir en voyage, et Melny répondit que c'était la vérité. Cependant, Léo expliqua qu'un général ne pouvait pas partir en voyage comme ça, car le perdre rendrait beaucoup plus difficile la reconstruction de l'armée. Il demanda alors à Melny s'il comptait abandonner tout en lui liant secrètement la jambe avec une chaîne magique. Il décida qu'il ne laisserait pas Melny s'enfuir avant d'en avoir découvert la raison, sachant qu'il pourrait ne pas pouvoir le rattraper s'il s'échappait. Léo lui conseilla alors de partir sans regret s'il était sérieux dans sa décision, puis lui demanda ce qu'il avait en tête. Cependant, Melny répondit en se faisant passer pour Nozuko et, quelques minutes plus tard, il révéla finalement qu'il devait mener des entretiens seul dans 3 jours. Il dit qu'il devrait être énergique et imposant lors des entretiens, car il interrogerait des espions et des agents censés être doués pour la communication. Léo fit remarquer que Melny n'était pas doué pour la communication et rappela qu'il était ancien maître de guilde, ce qui l'amena à expliquer qu'à l'époque, il laissait les autres s'occuper des conversations. Léo comprit que c'était lui qui avait renvoyé ses porte-paroles dans le royaume des démons et Melny dit qu'il pensait pouvoir apprendre des choses en voyageant et en visitant de nombreux endroits. Il affirma ensuite qu'il n'en avait plus besoin puisque Léo était là, puis il lui demanda de faire de lui un maître de la communication dans les 3 jours suivants. Léo souligna que la communication était l'une des compétences les plus importantes pour travailler en équipe et demanda à Melny s'il avait déjà sollicité de l'aide. Melny dit qu'il ne voulait déranger personne, car ils étaient tous trop occupés par leur travail. Léo le traita de bizarre pour avoir envoyé une lettre énigmatique au lieu de simplement lui parler de ses problèmes. Melny tenta alors de s'enfuir, mais il fut retenu par la chaîne magique de Léo, qui accepta d'être son tuteur pendant les 3 jours suivants. Quelque temps plus tard, Léo, ou plutôt Onik, informa Echidna de son arrangement avec Melny et lui dit de ne pas l'autoriser à faire un voyage surprise pour le moment. Tandis qu'elle le félicitait, l'humble imbécile faillit à nouveau dévoiler son vrai nom avant de se retenir en se couvrant la bouche. Echidna l'ignora et dit à Léo que Melny faisait de son mieux pour reconstruire l'armée des démons malgré ses propres problèmes. Elle lui expliqua ensuite que ses généraux étaient également ses conseillers et que les idées de Melny sur l'humanité étaient souvent en conflit avec les siennes. Cela rappela à Léo la fois où il avait vaincu Melny pendant la guerre et où Melny lui avait dit qu'il exterminerait l'humanité un jour s'il ne le relâchait pas. Léo demanda alors à Echidna comment se passait Edwald, et elle lui révéla que la brute ne pouvait même pas se faire seppuku, car ses abdominaux étaient si puissants qu'il brisait toutes les épées avec lesquelles il tentait de s'empaler. Léo mentionna dans sa lettre qu'il ne parvenait pas à entraîner correctement ses troupes, et Echidna révéla qu'elle avait chargé sa fille Julieta de le surveiller, car elle était sa seule faiblesse. Elle affirma qu'il lui expliquerait ses raisons une fois installées, et Léo lui dit qu'il l'aiderait à résoudre le problème d'Edward une fois celui avec Melny réglé, ce qui la poussa à le remercier. Dans un restaurant, des rats préparaient des repas tandis que Léo et Melny servaient, déguisés en serveuses. La chef remercia Léo d'avoir dynamisé son entreprise en améliorant la qualité de leurs plats, et Léo lui dit qu'il avait encore quelques techniques de masterchef à leur montrer. Elle le remercia ensuite d'avoir amené Melny et affirma qu'il était une charmante jeune fille silencieuse, comme l'avait dit Komi. Melny demanda alors à Léo comment se travestir en serveuse l'aiderait à améliorer ses compétences en communication. Léo expliqua qu'il devait se déguiser, car les gens ne voudraient pas se faire servir par l'un des généraux démons. Lorsque Melny fit remarquer qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau au héros, Léo répondit que les clochards démons n'avaient pas assez de neurones pour se souvenir de son apparence pendant la guerre, ce qui était différent pour Melny, qui était comme John Wick parmi les démons. Melny demanda pourquoi Léo ne lui avait pas donné un uniforme masculin. Léo expliqua qu'il n'avait pas sa taille avant de le taquiner en disant qu'il était mignon dans sa tenue de serveuse. Léo expliqua que le service à table lui apprendrait les bases de la communication, puis ils furent appelés pour servir des clients. Le chef cuisinier demanda à Melny de sourire,
mais il esquissa un sourire plus effrayant que celui d'Hisoka, ce qui la fit se moquer de lui. Léo commença alors à lui faire la leçon sur la communication en utilisant un scénario où il dînait avec Echidna et les autres généraux, et lui conseilla d'utiliser l'empathie dans ses échanges. Melny expliqua que l'empathie était la première chose qu'il lui avait demandé de supprimer en tant qu'assassin pour la guilde et demanda à Léo une technique secrète. Léo lui dit de se taire et d'écouter, provoquant un choc de l'orteil chez Melny. Léo lui expliqua alors qu'écouter était essentiel à la communication, car cela permettait aux gens de s'ouvrir à lui. À ce moment-là, des clients commencèrent à insulter Melny et il tenta de changer de sujet en lui proposant de la nourriture, mais l'un des voyous commença à l'embêter. En réponse, Melny lui cassa le bras et élimina certains de ses hommes avec des mouvements d'assassin rapides, forçant les autres à s'excuser. Sur le chemin du retour, Léo félicita Melny pour son bon travail et ils se retrouvèrent plus tard dans sa chambre où Léo lui demanda de mener une fausse interview en utilisant les techniques qu'il avait apprises. Melny demanda à Léo si sa précédente affirmation selon laquelle il les avait rejoints pour détruire l'humanité était un mensonge. Léo se dit surpris que ce soit Melny qui pose cette question, car il pensait que Chutina serait la première à le faire. Melny évoqua le fait que Léo lui avait conseillé de voir les situations du point de vue des personnes avec lesquelles il essayait de communiquer et de comprendre ce qu'elles voulaient vraiment dire. Melny dit alors qu'il s'était mis à la place de Léo et que, ce faisant, il avait compris qu'il n'avait pas besoin des généraux démons ni d'Echidna, car il avait le pouvoir de détruire l'humanité à lui tout seul s'il le voulait. Lorsque Melny lui demanda pourquoi il n'avait pas encore détruit l'humanité, Léo tenta encore d'esquiver la question. Alors Melny lui lança un morceau de fer, qu'il attrapa avant de remarquer son expression sérieuse. Melny lui demanda s'il ressentait de la colère d'avoir risqué sa vie pour se battre pour les humains et d'être rejeté comme un déchet, et Melny affirma alors qu'il voulait la mort de tous les humains. Melny demanda s'il avait fouillé dans son passé, et Léo répondit oui, avant de préciser qu'il savait qu'il était mi-humain, mi-démon. Au cours de ces années passées, les humains avaient tellement peur de lui que ses parents l'ont vendu comme esclave. Après avoir été ballotté pendant des années, il fut finalement intégré à la guilde des assassins. Là, il fut formé aux techniques d'assassin et, en secret, il aida l'armée d'Echidna lors de leur raid sur une ville, car il voulait que les humains paient pour ce qu'ils lui avaient fait. Cependant, Echidna annonça aux humains et à la ville que son intention n'était pas de les massacrer, mais plutôt de reconstruire leur ville pour en faire une base d'opération, leur objectif principal étant Reni. Edward annonça également avoir capturé leur mère corrompue et Lily offrit de la nourriture aux habitants, donnant à Melny le sentiment d'avoir perdu son temps précieux à aider ses ordures amis des humains. Malgré ses doutes, il prit contact avec Echidna et rejoignit son armée sous de faux prétextes. Un jour, il suggéra de déménager, mais Echidna lui répondit qu'il ne pouvait pas encore partir, car les habitants organisaient une fête pour les remercier de leurs efforts. Pendant la fête, Melny était agacé par ce qu'il faisait, alors Chutina lui expliqua que la fête faisait partie de la stratégie d'Echidna, car elle leur offrait l'occasion de faire une pause dans les combats et de raviver la motivation de l'armée pour la mission à venir en discutant avec elle individuellement. Edward intervint en disant qu'Echidna était un personnage étrange avant de révéler qu'avant de rejoindre l'armée, il refusa de la rejoindre. L'armée était une force maléfique déterminée à détruire l'humanité, raison pour laquelle il refusa de la rejoindre lorsqu'on le lui proposa initialement. Chutina demanda alors à Melny pourquoi il avait rejoint l'armée des démons. Il refusa de leur dire qu'il s'était engagé pour massacrer des humains, et répondit simplement qu'il n'avait aucune raison. Echidna le remercia de les avoir rejoints et lui dit qu'elle souhaitait qu'il vive une vie paisible dans le monde des démons après l'avoir remodelé grâce à la pierre philosophale. Melny partit ensuite se coucher et, marchant le long de la route, décida d'éliminer Echidna et de mener lui-même l'armée des démons pour détruire l'humanité si nécessaire. Après cela, il devint l'un des généraux démons et contribua sans enthousiasme à la réussite de leur force jusqu'à l'arrivée du héros. Après sa victoire contre Léo, Melny déclara qu'il détruirait l'humanité s'il ne l'éliminait pas. En réponse, Léo lui dit d'aller explorer le monde. Melny prétendait que le monde n'avait rien d'extraordinaire, mais Léo disait qu'il le voyait seulement comme un assassin. Léo expliqua alors que le monde était différent vu de ses propres yeux, et pas seulement pour le travail, avant de lui conseiller d'aller chercher quelque chose dans ce monde qu'il n'avait jamais vu auparavant. De retour dans le présent, Melny déclara se moquer du sort de l'humanité et exprima en larmes sa confusion quant au fait que Léo ne nourrissait aucune haine envers les humains malgré tout ce qu'il lui faisait subir. Léo commença alors à souligner tout ce qu'il avait observé chez les généraux en travaillant avec eux jusque-là, et dit que Melny était un assassin insensible aux prises avec l'angoisse de l'adolescence. Il fit également remarquer que Melny était resté silencieux après avoir entendu les raisons de son engagement dans l'armée des démons, non pas par antipathie, mais parce qu'il avait appris comment il avait été exilé par l'humanité et qu'il ressentait de la compassion pour lui du plus profond de son cœur. Léo lui dit d'arrêter de pleurer, alors il essuya ses larmes et demanda à Léo de raconter son histoire. Léo admit que les paroles haineuses des humains l'avaient blessé, car il défendait l'humanité depuis longtemps. Il décida donc de raconter à Melny à quoi ressemblait le monde à sa naissance,
il y a très longtemps. Mais à l'apogée de la civilisation industrielle, avant que la magie ne se généralise, le monde était différent d'aujourd'hui, car la capitale était Tokyo. À cette époque, il y avait des fusées, des satellites et Internet, et le monde était paisible, car il n'était composé que d'humains. Cependant, un jour, une brèche s'ouvrit au milieu de Tokyo, d'où surgirent toutes sortes de démons qui semèrent le chaos et la destruction. Les humains finirent par riposter, déclenchant une guerre entre eux et les démons. Les humains finirent par réaliser leur faiblesse face à leurs ennemis et décidèrent d'inventer une arme puissante capable de détruire facilement le démon. Face à cela, des scientifiques lancèrent un projet visant à créer 12 puissantes armes humaines imprégnées de pouvoirs démoniaques pour protéger l'humanité. Ils les baptisèrent la série de Monarch. Léo avoua alors être le seul survivant de la série de Monarch et raconta à Melny que sa vie entière n'avait été que combat contre des démons pour sauver l'humanité. Conçu pour être extrêmement résistant, il devint le seul survivant après la mort des autres cœurs de démons au combat. Il vécut jusqu'à nos jours, où la magie remplaça la technologie, et continua d'obéir à ses ordres de se battre pour protéger l'humanité pendant des années, malgré ses doutes, incapable d'abandonner son devoir. Léo avoua alors qu'il était heureux que les humains le rejettent, car cela lui donnait l'occasion de cesser d'être un héros et d'explorer le monde au lieu d'être prisonnier de sa responsabilité héroïque. Il continua ensuite à jacasser sur son plaisir de travailler pour l'armée des démons jusqu'à ce que Melny l'arrête et réalise qu'il avait toujours voulu partager son histoire avec quelqu'un. Léo révéla que c'était lui qui avait empêché Sikrea, le père d'Echidna, le seigneur démon, de conquérir le monde, avant de déclarer qu'Echidna et ses généraux étaient tous des gens bien. Il promit ensuite de les aider à trouver le bonheur en leur apportant les Philosoph Stone, et Léo expliqua à Melny qu'il lui avait raconté son histoire parce qu'il possédait un talent de communication crucial, ce qui était sa principale motivation. Il a ensuite agacé l'assassin à mots jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Quelque temps plus tard, des démons fouillaient des ruines et trouvèrent un énorme bras robotique dépassant d'un trou dans le mur. Ailleurs, Julieta se plaignait à Léo que son père prenait toujours tout le monde pour son niveau, et Léo lui dit de se calmer un peu et de prendre le thé avec lui. Léo lui rappela alors le rapport qu'elle lui avait rapporté plus tôt, selon lequel Edwald avait soumis ses soldats à un entraînement infernal, avant de se faire applaudir par une chimère suprême. Après quoi, il avait prétendu que ces hommes étaient de faibles idiots pathétiques avant de décider d'assumer la responsabilité de leur échec en se suicidant. Il souligna que mourir ne résoudrait pas leurs problèmes et Julieta expliqua que son père, un homme musclé, avait heureusement abandonné l'idée du suicide pour le moment, avant de souligner que les chimères suprêmes étaient les chimères les plus fortes. Elle ajouta que les hommes qu'ils avaient engagés pour l'affronter n'étaient que de simples fantassins qui, faute d'expérience ou d'entraînement, n'avaient aucun espoir de le vaincre. Léo demanda alors pourquoi Edwald forçait les nouveaux à combattre la chimère. Julieta répondit que c'était parce qu'il s'attendait à ce que tout le monde soit aussi fort que lui, et que c'était pourquoi il pensait que les nouveaux soldats ne fournissaient pas assez d'efforts lorsqu'ils échouaient à vaincre la chimère. Léo fit remarquer qu'Edwald était assez odieux pour croire que les personnes fortes atteignaient leur position par leurs propres efforts, alors qu'en réalité, d'autres facteurs entraient en jeu, comme la génétique, comme dans le cas de Lily, l'éducation, comme dans le cas de Chutina, et d'autres facteurs externes pouvant contribuer à la puissance. Julieta demanda pourquoi son père ne comprenait pas cela. Léo expliqua alors qu'un bon guerrier ne faisait pas toujours un bon professeur, car les combattants expérimentés comme Edwald avaient tendance à reprocher à leurs élèves de ne pas être assez sérieux, présumant qu'ils étaient de son niveau, au lieu d'appliquer correctement les méthodes d'entraînement qu'il avait menées là où il est. Julieta fit ensuite remarquer qu'Edwald maudissait son manque d'entraînement après sa défaite contre Léo et redoublait d'efforts quotidiens. Elle avoua ensuite avoir toujours rêvé de ressembler à son père. Cependant, elle prétendit que son entêtement jouait contre lui, car son entraînement infernal faisait s'évanouir ses troupes d'épuisement. Léo se dit surpris qu'elle ne fuit pas la Mora. Julieta affirma qu'elles étaient tout aussi sérieuses que lui dans la cause d'Edwald, raison pour laquelle elles avaient repoussé leurs limites pour obéir à ses ordres. Elle demanda alors à Léo comment réagir. Léo lui répondit qu'il s'en occuperait, ce qui lui fit plaisir. Pendant ce temps, Melny raconta à Chutina et Lily que Léo était une arme vivante créée pour protéger l'humanité, et qu'il mentait sur son objectif de rejoindre l'armée des démons pour détruire la race humaine. Chutina décida alors qu'elle lui ferait confiance tout en le surveillant de près, ce que Lily accepta avec joie. Au même moment, Léo trouva un dessin de Lily, ce qui lui donna une idée, puis un démon lui annonça qu'il était invoqué par la reine Echidna. Lorsqu'il arriva dans la salle du trône, Echidna l'informa qu'Edwald avait démissionné de son poste de général, estimant ne plus être apte à diriger les troupes. Lorsque Léo lui demanda s'il quittait l'armée des démons, elle répondit qu'il s'était simplement rétrogradé au rang de simple fantassin pour s'entraîner avec son subordonné. Léo s'inquiéta, sachant que cela ne ferait qu'empirer leur situation. Echidna lui dit qu'elle lui avait conseillé de reconsidérer sa décision, mais il refusa de reculer. Echidna tenta de demander une solution à Léo, mais réalisant à quel point elle devenait un parasite, elle s'arrêta et décida de trouver une solution elle-même. Cependant,
Léo demanda à gérer la situation avec Edwald, qui promit de la résoudre au plus vite. Elle accepta donc de lui laisser la situation en main. Il s'éloigna, mais elle l'arrêta en lui disant qu'elle souhaitait lui parler d'un sujet important une fois la situation réglée, et il accepta de la revoir ensuite. Un peu plus tard, Lily montra à Léo et Julieta le Gundam qu'elle avait trouvé. Léo leur expliqua qu'il s'agissait d'un artefact moderne, plus puissant que celui de Zrank Shimra. Il l'identifia comme un golem machine, baptisé Phantom 9, spécialement conçu pour combattre les démons de haut rang, et leur annonça qu'il l'utiliserait pour mener à bien son plan. Quelques heures plus tard, Edwald annonça à ses troupes qu'il quittait son poste de général et les rejoignait comme fantassins, ce qui les fit paniquer. Il les informa ensuite que Julieta assumerait désormais le rôle de général, et Léo, qui observait d'en haut, dissimulé par sa magie furtive, affirma qu'il allait donner une leçon à cet idiot. Soudain, le golem machine apparut, et Edwald ordonna à ses soldats de l'attaquer. Cependant, les attaques des soldats ne firent que briser leurs propres armes, et Edwald se mit à leur hurler des ordres pour l'attaquer à nouveau. Cependant, la machine s'arrêta brusquement et tira un rayon laser sur eux. Léo a réussi à les sauver en déviant le rayon à l'aide d'un sort, ce qui lui a fait détruire une montagne voisine et lorsqu'il a tiré un autre rayon sur eux, Léo l'a dévié dans le ciel. Léo commença à réfléchir à la façon dont il gérerait la situation, mais Edwald se précipita soudain sur le golem machine. Il esquiva instinctivement une attaque de lame laser que la machine lui lança. Léo finit par se révéler, expliquant que l'attaque était assez puissante pour déchirer son écaille de dragon. Léo lui dit alors de suivre ses ordres s'il voulait survivre, et Edwald tenta de protester, mais la machine captura son attention en arrachant un morceau de l'écaille de dragon sur son corps. Léo continua de lui aboyer des ordres en le traitant d'idiot et d'imbécile, et Edwald expliqua qu'il ne savait pas quoi faire, n'ayant jamais affronté la machine. Suivant les instructions de Léo, Edwald réussit à trancher la lame de la machine, et Julieta lui expliqua que le point faible de la machine était le torse. Léo lui dit la même chose, et il réussit à abattre la machine en frappant le torse. À ce moment précis, la machine laissa échapper un signal qui activa les autres golems mécaniques dans les ruines. Léo s'apprêtait à les affronter. Mais Echidna l'informa qu'elle était déjà là pour les affronter. Elle brûla alors les golems mécaniques avec un puissant sort de flamme, permettant à Léo de se venger d'Edwald en l'insultant pour son incompétence face aux golems. Edwald finit par comprendre son erreur et Julieta défendit son père en lui sermonnant qu'il était injuste de croire que les autres pouvaient faire ce qu'ils pouvaient. Après avoir entendu cela, Edwald s'excusa auprès de ses troupes pour ses propos injurieux, et tous exprimèrent leur désir de continuer à se battre à ses côtés. Pendant ce temps, Echidna devint une maniaque des explosions plus redoutables que Megumin, bombardant sans cesse les robots déjà brûlés de sa magie, tandis que les généraux tentaient de l'arrêter. Quelques jours plus tard, Chutina rendit visite à Léo dans sa chambre et l'informa que la reine Echidna le promouvrait à un poste de commandement à leur côté. Elle a cependant évoqué le fait que Melnez leur avait parlé de son passé et lui a demandé s'il avait vraiment menti sur les raisons de son adhésion. Léo leur dit qu'il discuterait de tout avec eux plus tard dans la journée, y compris de ses raisons, et promit de ne pas les trahir. Elle accepta donc. Elle lui recommanda ensuite de ne pas révéler son identité avant son consentement, expliquant qu'Echidna ne leur pardonnerait pas leur tromperie s'ils ne s'y prenaient pas avec précaution. Elle lui fit ensuite signe le moment venu et lui fit remarquer que le livre qu'il lisait s'intitulait Ibrad. Le Maître des Mains était un livre qu'Echidna lisait tout le temps. Elle demanda ensuite à Léo s'il pourrait posséder la pierre philosophale, ce qu'il admit que ce ne serait pas facile, avant de promettre de l'utiliser avec ses pouvoirs. Chutina dit alors qu'elle enverrait un messager lorsqu'il serait prêt, avant de quitter la pièce. Il y a quelque temps, un démon plus laid que les fans de Black Clover avait expliqué à Léo qu'ils n'étaient pas les méchants, car ils n'étaient pas venus pour détruire l'humanité, et Léo ne croyait pas à ces dires. Il expliqua alors que son peuple en avait assez des nombreuses guerres qui faisaient rage dans le monde des démons. Léo demanda pourquoi il était venu et le lutin Kun expliqua que les expériences du roi démon avaient accidentellement ouvert un grand portail spirituel, le trou reliant le monde des humains à celui des démons. Il expliqua qu'il avait simplement décidé de venir jeter un coup d'œil parce qu'il avait entendu dire que le monde des humains était bien plus agréable que le monde des démons, et Léo fit remarquer que cela faisait d'eux des immigrants illégaux. Le lutin expliqua également leur curiosité, car normalement, pour passer du monde des démons au monde des humains, il fallait beaucoup de mana et de catalyseurs pour rester ouvert. Il ajouta que seuls quelques-uns d'entre eux avaient déjà vu le monde des humains de leurs propres yeux, raison pour laquelle ils voulaient le voir. Le lutin sentit que son plan pour occuper le héros fonctionnait, alors il continua son histoire. Lorsque Léo demanda si les dirigeants du monde des démons réglaient les conflits, le lutin expliqua que le roi démon Bélil était un dirigeant méprisable, car il résolvait tout par la violence. Léo a souligné que le nom Bélil était présent dans les archives humaines, et le lutin a deviné que le nom de Bélil était dans leur livre parce que l'un des démons royaux était apparu dans le monde humain à l'époque. La conversation s'étant ennuyée, le lutin paniquait et, s'écroulant, Léo lui demanda de se relever pour qu'il puisse faire une promenade. Tandis qu'il traversait la ville sinistrée,
Léo demanda au lutin pourquoi Belle-Île avait ouvert le grand portail spirituel. Le lutin expliqua que les guerres qui avaient eu lieu dans le monde des démons avaient pour but de se nourrir des ressources limitées du royaume, jusqu'à ce que Belle-Île ouvre le portail spirituel vers une partie inhabitée du monde humain, provoquant la migration des démons. Léo demanda pourquoi le portail avait atterri à Tokyo, et le lutin répondit que cela l'avait également surpris, avant de révéler que les démons avaient rapidement commencé à se battre entre eux, à cause des ogres qui attaquaient les humains. Remarquant cela, le lutin tenta de partir, mais la porte se referma brusquement, ce qui le pesa lourdement, car les seuls êtres capables de fermer le grand portail spirituel étaient les démons de haut niveau, ou le roi Belle-Île lui-même. Il prétendit qu'il les avait abandonnés à leur sort dans le monde des humains, et Léo demanda s'il était possible que Belle-Île et d'autres démons de haut rang tentent de coloniser le monde des humains. Impkin répondit que c'était fort probable, car il savait que les humains étaient bien plus faibles qu'eux et supposait qu'ils avaient probablement envoyé des espions dans le monde des humains, lesquels étaient retournés dans le royaume des démons avant la fermeture du portail. Il raconta à Léo comment les démons de haut rang, appelés diables, traitaient les démons de bas rang comme des ordures et commença à pester contre la façon dont les supérieurs démoniaques l'avaient envoyé dans le monde des humains juste pour se désaligner. Il demanda à Léo de l'achever, mais au lieu de cela, Léo remit son épée dans son fourreau et le remercia pour toutes les informations. Le lutin demanda à Léo pourquoi il ne l'avait pas éliminé, et Léo répondit qu'il lui avait fourni de précieuses informations avant de révéler l'avoir escorté jusqu'au point de rendez-vous de l'escadron de confinement. Impkin dit que Léo était différent des autres humains qu'il avait rencontrés, et il se demanda quel genre de monstre il était, puisqu'il ne semblait être ni humain ni démon. Léo lui dit alors qu'il s'assurerait que le commandement le trouve dans le quartier de protection de Shinjuku, et IMP Man répondit qu'il préférait retourner dans le monde des démons. Mais Léo affirma qu'ils étaient déjà à proximité du poste de protection. Alors qu'il traversait la rue, le lutin demanda à Léo son nom. En réponse, Léo le fixa comme un chiot perdu, le poussant à se demander s'il avait un nom. Léo sourit en lui expliquant qu'il était le premier démon à lui demander son nom, et le lutin commença à lui prêcher l'importance des noms, car ils sont la preuve de l'existence de quelqu'un même après sa mort. Cependant, Léo expliqua que son cerveau robotique ne pouvait pas interpréter ses aboiements, et celui-ci se présenta comme étant Ibrad, un fier membre des lutins de la vallée sombre. Léo se présenta également avant de lui raconter qu'il faisait partie de la série de Monarch, créée pour combattre les démons et protéger l'humanité. Lorsqu'il expliqua qu'il était seul responsable d'affronter les démons, Ibrad lui répondit que c'était triste et Léo lui demanda ce qu'il voulait dire, car il ne ressentait aucune fatigue dans ses fonctions. Ibrad répondit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, et lorsque Léo lui demanda ce qu'il voulait dire, il lui demanda ce qu'il comptait faire une fois la guerre terminée. Léo répondit qu'il resterait en attente jusqu'à ce qu'on ait à nouveau besoin de lui, et Ibrad s'inquiéta pour lui, car il devrait vivre une vie très longue sans but. Léo évoqua le fait qu'il retrouverait un but si une autre guerre éclatait, et Ibrad expliqua que cela signifiait qu'il était destiné à combattre pour l'éternité. En entendant cela, Léo réfléchit un peu avant de l'informer que les autres de Monarch, bien plus puissants que lui, vaincraient l'armée des démons, ce qui signifiait que sa mort était fort probable. Léo l'assura qu'il ne souffrirait pas et Ibrad dit qu'il espérait que Léo mourrait avant de devenir trop invincible. Ils finirent par rencontrer l'escadron de confinement et Ibrad promit à Léo qu'il deviendrait un martyr qui unifierait les humains et les démons. Alors que Léo s'éloignait, Ibrad lui conseilla de trouver une autre raison de vivre et de profiter de la vie lorsque les humains finiront par le larguer, et il lui dit de ne jamais oublier son nom. Après son départ, Léo décida de garder à cœur les paroles d'Ibrad, même s'il ne les comprenait pas entièrement. Dans le présent, Léo se dirigea vers la salle du trône en pensant à la façon dont il avait enfin compris les paroles d'Ibrad. Un peu plus tôt, Echidna contemplait un document décrétant la fin de la période d'essai du chevalier noir Onyx et le nommant officiellement 5e grand général de son armée démoniaque. Elle signa joyeusement le document et contempla le livre d'Ibrad, l'homme le plus apte à tendre la main à l'humanité. À ce moment précis, Echidna était convaincue d'avoir pris la bonne décision, mais avant qu'elle puisse agir, une démone apparut pour l'informer que le grand portail spirituel se fermait. Elle demanda s'ils en savaient la raison, mais la démone répondit par la négative, avant de lui annoncer qu'il commençait à manquer des rares catalyseurs de cristal qui le maintenaient ouvert. Léo et Chutina commencèrent immédiatement à y appliquer de la magie, et Echidna n'arrivait pas à croire qu'une catastrophe se produisait alors qu'elle commençait à croire que leur avenir était assuré. Quelque temps plus tard, Echidna informa les généraux démons qu'ils étaient en crise, avant de révéler que le portail était stable pour l'instant grâce à elle-même, Chutina et Onyx. Elle dit qu'il resterait ouvert pendant les 7 prochains jours maximum et Lily demanda ce qui se passerait si le portail spirituel se fermait. Echidna expliqua qu'ils ne pourraient pas retourner dans le monde des démons, avant de préciser qu'une fois fermés, ils ignoraient combien de temps il faudrait avant qu'un autre ne soit ouvert pour permettre le passage des troupes. Elle fit remarquer que cela pourrait prendre des siècles, voire des millénaires, et que pendant ce temps, le monde des démons continuerait de souffrir, et ajouta qu'ils devaient décider de leur prochain plan dans les 7 prochains jours. Lorsqu'elle demanda l'avis de Chutina,
Celle-ci répondit qu'ils avaient deux options, retourner dans le monde des démons avant la fermeture du portail, et elle fit remarquer que leur armée était principalement composée d'humains, ce qui impliquait qu'ils devraient la dissoudre faute de pouvoir les emmener. Edward fit remarquer que, les généraux, devraient également se séparer, et Lily s'y opposa immédiatement, ne voulant pas être séparée de ses amis. Lorsque Melny demanda quelle était la deuxième option, elle répondit qu'il s'agissait de mobiliser immédiatement leur armée et d'attaquer Rénal afin qu'ils puissent prendre la pierre philosophale pour eux-mêmes. Les généraux convinrent que c'était hors de question et Chutina souligna que leur armée était bien plus faible qu'avant, ce qui signifiait que leurs cadavres ensanglantés seraient étalés sur le champ de bataille comme des garnitures de pizza s'ils partaient au combat. Echidna demanda alors à Onyx s'il avait déjà combattu Léo, et il répondit qu'il n'avait entendu que des histoires à son sujet. Echidna admit avoir été applaudi malgré son combat à pleine puissance, avant de déclarer qu'il était un monstre qui anéantirait toutes leurs troupes s'il l'affrontait comme il le faisait. Elle ajouta ensuite qu'elle ne craignait pas la mort, car elle avait quitté le monde des démons en sachant qu'elle pourrait y mourir, mais qu'elle ne voulait pas entraîner d'autres personnes dans le même sort. Elle prit la décision de dissoudre leur armée et de retourner dans le monde des démons. Echidna affirma qu'elle et Chutina devaient revenir en tant que chef et commandant en second du monde des démons, avant de souligner qu'un retour sans la pierre philosophale mènerait inévitablement à un conflit pour le trône. Echidna s'approcha de la fenêtre pour cacher ses larmes, remerciant tout le monde d'être resté si longtemps à ses côtés. Elle décida d'avoir l'air aussi forte qu'une reine et leur annonça qu'ils allaient devoir trouver un nouveau moyen de sauver le monde des démons. Léo lui rappela les paroles qu'elle lui avait dites lorsqu'elle était ivre, à propos de son intention d'améliorer la vie de son peuple. En réponse, elle affirma avoir utilisé la pierre pour apporter au monde des démons toutes les bénédictions dont le monde des humains avait bénéficié. Elle révéla qu'elle avait étudié et entraîné pour ce projet, depuis son plus jeune âge, afin de devenir la reine des démons et de pouvoir ainsi voyager jusqu'au monde des humains pour y parvenir. Entendant cela, Léo retira son casque et lui expliqua que la pierre n'était pas un appareil tout-puissant exaucant les vœux, mais plutôt un moteur avancé de l'air mécanique qui utilise un micro-trou noir pour produire une énergie quasi illimitée. Il ajouta qu'il n'y avait aucune garantie qu'elle exauce ses vœux. Il a supposé qu'un manuel détaillé expliquant comment l'utiliser était caché quelque part dans le monde des humains, et a déclaré que les humains le recherchaient également, mais que l'Antiquité avait rendu sa recherche difficile. Echidna commença à élaborer des plans pour réaliser son rêve, et alors qu'elle était sur le point d'abandonner, Léo entra derrière elle et lui annonça l'existence de deux pierres philosophales dans le monde des humains. Léo lui demanda alors de le regarder, et lorsqu'elle le fit, il expliqua qu'il avait abandonné son déguisement car la situation était désespérée. Il reprit ensuite ses vêtements habituels avant de s'excuser de l'avoir piégé et révéla que sa véritable raison de rejoindre l'armée des démons était de voir si Echidna était digne d'une pierre philosophale. Il affirma qu'il serait parti s'il l'avait jugée indigne, puis affirma avoir découvert sa valeur lors du dîner qu'ils partageaient. La reine, à l'esprit de poids, n'arrivait toujours pas à concevoir que son Onyx chéri soit sa plus grande rivale, mais il alla plus loin en lui disant que lui donner la pierre en vaudrait la peine, car cela apporterait la paix aux deux royaumes. Elle fut tellement bouleversée par la réalité qu'elle ne laissa même pas Léo finir de lui révéler où se trouvait l'autre pierre philosophale avant de le précipiter en enfer d'une attaque de flamme. Après cela, Echidna était toujours déterminée à s'en prendre violemment à lui, mais les généraux démons l'en dissuadèrent en lui rappelant tout le bien qu'il avait fait à l'armée démoniaque. Echidna demanda alors où se trouvait l'autre pierre philosophale, et il répondit qu'elle se trouvait sur les montagnes de Sichat, avant de révéler qu'elle était protégée par un puissant gardien. Ensemble, ils traversèrent les montagnes, et lorsqu'Echidna demanda à Léo pourquoi il ne les avait pas simplement téléportés à cet endroit, il répondit qu'il voulait lui parler. Il lui expliqua qu'elle devait trouver le manuel pour faire fonctionner la pierre, et elle lui jura d'unir les démons et les humains. Il révéla qu'il était né à l'ère mécanique, et elle fut stupéfaite, car elle savait que cela lui donnait plus de 3000 ans. Il lui révéla ensuite son identité au sein de la série des cœurs de démons, et expliqua que son pouvoir était de copier toutes les capacités utilisées contre lui. Il lui confia qu'il craignait parfois de provoquer le désastre sur le monde, juste pour pouvoir le sauver, et révéla à Echidna et à ses généraux que la pierre philosophale était son cœur avant de leur ordonner de s'en emparer en le faisant mourir. Ils commencèrent à hésiter, alors il endossa pleinement le rôle du méchant, menaçant de détruire tous les humains qu'il trouverait s'ils s'enfuyaient. Echidna, stupéfaite, regarda Léo imiter de son mieux un aisant tout en prononçant son discours de méchant. Il créa une onde de choc avec son épée avant d'annoncer à la bande qu'il devait l'arrêter s'il voulait sauver le monde. Echidna et les généraux démons étaient figés, mais Léo ne laissa même pas à Echidna le temps de lui demander ce qu'il faisait avant de la charger avec son épée. Il lança des attaques d'épée sur elle, mais elle bloqua sans relâche jusqu'à ce que la force de son épée la plaque au sol. Elle lui demanda s'il avait perdu la raison, et Léo répondit qu'il était parfaitement sain d'esprit car il était là pour accomplir son devoir de sauver le monde. Il lança alors son épée au sol, créant une onde de choc qu'Echidna parvint à esquiver de justesse. Lorsqu'elle détruisit un rocher derrière elle,
Edward fut stupéfait qu'un seul coup ait généré une telle puissance. Léo dit qu'il perdrait son identité et n'avait plus besoin de lui, affirmant qu'il sauverait le monde, même s'il devait d'abord le détruire. Il lança alors une attaque tranchante sur Lily, qu'elle esquiva. Echidna lui demanda pourquoi il voulait détruire la chose même qu'il était censé protéger, alors qu'il ne créerait qu'un désert. Léo se contenta de cela, car il avait protégé le monde suffisamment longtemps, puis se mit à rire comme un méchant de dessin animé. Il ajouta que tout effacer et tout recommencer à zéro semblait plutôt bien, avant de lancer une onde de choc qui projeta Echidna au sol. Il tenta de l'achever d'un puissant coup d'épée, mais Edward bloqua avec son épée et repoussa Léo. Léo le frappa alors à l'épée tout en essayant d'utiliser le Toku no Jutsu pour le ramener à la raison, et Shutina lui demanda pourquoi il devait se battre. Léo, furieux, demanda aux stupides généraux s'ils ne l'avaient pas écouté avant d'utiliser un sort d'amélioration sur son épée pour repousser Edward, avant qu'il ne puisse l'achever. Shutina l'arrêta avec un sort de cage et elle essaya de l'enfermer complètement dans le sort, mais Léo le déchira et envoya Edward voler avec un coup de pied. Léo hurla alors sur Shutina pour avoir utilisé un sort d'entrave sur lui disant qu'elle devrait le faire mourir si elle voulait son cœur. Elle lui demanda pourquoi il les avait aidés tout ce temps si son cœur était vraiment la pierre philosophale. Elle rappela qu'il avait promis de ne pas les trahir et lui demanda s'il avait jamais été ami avec eux. Tout ce que Léo eut à répondre fut qu'ils mourraient tous s'il ne l'éliminait pas avant de tirer une salve de flèches légères sur Shutina. Edward encaissa les flèches avec son dos, mais elles explosèrent et Léo tenta d'enchaîner avec une attaque à l'épée, mais Echidna le bloqua. Edward tomba à genoux, le dos comme un poulet barbecue, et Shutina comprit que Léo essayait vraiment de les faire mourir. Alors que Léo affrontait Echidna à l'épée, il admit qu'il en avait assez de son rôle de gardien de l'humanité et leur demanda qui il devait haïr entre les humains qu'il avait créés et les démons qui leur avaient forcé la main. Il créa alors un barrage massif de flèches lumineuses qui couvrit le ciel au-dessus d'eux, affirmant qu'il détruirait le monde des humains et celui des démons, et les lança sur eux. Echidna et Shutina réussirent à protéger l'équipe grâce à des boucliers magiques, et la reine démoniaque se demanda si c'était là la véritable force de Léo. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas le combattre dans son état actuel, mais se souvint aussi que ses monocorps ne s'étaient pas complètement remis de leur dernier combat. Elle décida alors d'utiliser un sort particulièrement puissant, ce qui, elle le savait, était risqué, mais elle doutait de son efficacité. Lily commença alors à supplier Léo d'arrêter, évoquant les bons conseils qu'il lui avait prodigués lors de leur voyage à Largo, avant de prétendre que c'était à son tour de lui rendre l'appareil. Elle dit qu'elle écouterait ses problèmes avant de lui demander d'arrêter le combat, et Léo fit comme si ses paroles l'avaient touché avant de prétendre que ce n'était que de la chair à canon. Il a ensuite poignardé Lily avec des lames légères, ce qui a rendu Echidna si enragée qu'elle l'a chargé de toutes ses forces, et Shutina a fait exploser Léo avec un puissant sort de foudre, le rendant heureux qu'il soit enfin devenu sérieux avec lui. Echidna et Shutina furent surpris que ce sort de haut niveau n'ait aucun effet sur lui. Avec un sourire malicieux, Léo leur dit de l'attaquer de toute leur force. Entendant cela, Edward se releva et remercia Léo de l'avoir contacté pour comprendre les faiblesses de ceux qui l'entouraient, avant de déclarer qu'il le considérait toujours comme un ami. Edward chargea alors sur lui, en mode dragon, affirmant qu'il était de son devoir de tuer Léo pour avoir dévié de son chemin. Cependant, Léo bloqua ses attaques avant de geler son épée avec un sort de glace, puis de lancer un sort de flamme directement sur lui. Tandis qu'Edward hurlait de douleur, Léo expliqua que ses écailles de dragon étaient jugées inutiles car elles étaient détruites par le changement rapide de température, puis il projeta la brute contre le mur. Echidna chargea Léo avec son geste, mais il bloqua l'attaque et Shutina le couvrit d'une attaque de terre, permettant à Echidna de lui lancer son attaque de flamme signature. Cependant, leur attaque combinée ne lui infligea aucun dégât et Echidna réalisa que les défenses de Léo se renforçaient à chaque attaque. Il s'avança vers Echidna pour l'achever, mais Melnez entra sur le champ de bataille en le frappant violemment au cou. Melnez commença à affronter Léo, et lorsque ce dernier affirma être déterminé à détruire le monde, Melnez le traita de menteur tout en utilisant une technique d'assassinat pour s'enfuir dans les airs. Léo le poursuivit et ils combattirent dans les airs tandis que Melnez lui prêchait et tentait de l'achever par derrière, mais il fut automatiquement transformé en sculpture de glace lorsque sa lame s'approcha de Léo. Lily, sous sa forme de Fenrir, le chargea en larmes, prétendant qu'elle essayait de l'arrêter par amour pour lui, mais il la neutralisa. Voyant cela, Echidna comprit qu'elle n'avait d'autre choix que d'utiliser son extension de domaine et demanda à Shutina de lui donner 42 secondes pour préparer l'attaque. Echidna lança alors un sort que son père Sicrea lui avait transmis, destiné à vaincre le héros, tandis que Shutina affrontait Léo. Lorsque Léo s'approcha de Shutina, elle lui fit remarquer que son plan était de jouer les méchants et de les forcer à l'achever afin que la pierre philosophale leur soit transmise et que les deux races puissent s'unir une fois pour toutes. Léo interrompit ses prêches d'un coup de poing dans le ventre, mais avant qu'il ne puisse l'achever, Echidna lança directement sur lui un sort de lien de héros appelé Anti-Léo, capable de désactiver toutes ses capacités pendant un bref instant. Alors que le sort approchait de Léo, Echidna craignit qu'il ne l'esquive,
ce qui signifierait qu'elle aurait trahi les généraux et tout son peuple, mais Léo sourit en attendant que le sort l'atteigne. Léo se souvenait avoir reçu l'ordre de protéger l'humanité dès son réveil. Au début, il était à l'aise pour tuer des démons, car le monde actuel répondait à ses besoins. Les gens avaient besoin de ce qu'il avait à offrir, et il avait aussi des camarades aux côtés desquels il combattait. Ensemble, ils vainquirent de puissants ennemis et apportèrent la paix au monde, ce qui le fit célébrer. Cependant, la paix perdura jusqu'à ce que le monde se retrouve sans héros, et qu'il n'ait plus aucune raison d'être. Lorsque la guerre éclata de nouveau, Léo passa à l'action et combattit sans relâche avant de réaliser que sa place au monde ne dépendait que du combat. Il parcourut le monde sans relâche pendant des milliers d'années, et son pouvoir lui permit d'acquérir de nouvelles techniques face à chaque ennemi qu'il affrontait, jusqu'à ce que, finalement, plus rien ne lui résiste. Il est devenu ce que ses créateurs voulaient qu'il devienne, une arme biologique imparable et immortelle. Une paix durable s'installa à nouveau, et lorsqu'une marchande dit à Léo qu'elle souhaitait que cette paix dure, il garda une expression stoïque, se demandant pourquoi il ne parvenait pas à sourire. Finalement, il comprit qu'une part de lui souhaitait que le monde soit en danger, et qu'il souhaitait que chaque forme de vie sur la planète soit en danger pour pouvoir sauver le monde. Il pria pour que davantage de dangers et de chaos s'abattent sur le monde, craignant de se perdre s'il ne parvenait pas à le sauver. Finalement, il comprit qu'il pouvait tout simplement le plonger dans le péril à lui seul. Il se souvint que la série de Ménard possédait une fonctionnalité qui les empêchait de nuire à l'humanité, appelée « masquage de pensée », car elle les empêchait d'avoir des pensées néfastes. Cependant, le développement de leur conscience de soi et la croissance de leur ego l'avaient neutralisé. Il utilisa donc des équipements scientifiques pour recréer les héros tels qu'ils étaient lorsqu'ils avaient sauvé l'humanité pour la première fois. Le prototype de Léo qu'il avait créé demanda des ordres, il lui ordonna donc de détruire toute l'humanité pour la sauver. Léo réalisa alors qu'il voulait toujours vivre en héros. Quelque temps plus tard, les gardes du royaume donnèrent l'alerte concernant une attaque de démons. Lorsque Léo demanda des détails, le garde l'informa qu'un immense portail s'était ouvert dans la montagne Sécha, d'où les démons affluaient. Léo dit à l'homme qu'il s'en chargerait, mais il commença à se remettre en question. Il retourna donc à son laboratoire et détruisit les copies de Ménard qu'il avait créées. Il réalisa qu'il n'était plus un héros puisqu'il tentait de détruire l'humanité de ses propres mains et se proclama le véritable roi démon. Léo comprit qu'il représentait la plus grande menace pour le monde, car il était prêt à détruire le monde pour sa propre cause égoïste et affirmait qu'aucun roi démon ne pourrait jamais être aussi maléfique. Ce trouble intérieur devint intense et il élabora un plan. Peu après, il fut envoyé en mission pour vaincre Echidna et son armée. En les combattant, il comprit qu'il devait abandonner son rôle de héros pour vaincre le mal, mais il ne pouvait pas être vaincu comme ça. Il décida donc de transmettre la pierre philosophale à quelqu'un d'assez fort pour le vaincre afin qu'il puisse défendre l'humanité à sa place. C'est alors qu'il aperçut Echidna ordonnant à ses troupes démoniaques d'éviter toute action destructrice, y compris les humains morts-vivants. Elle leur rappela que leur objectif principal n'était pas la guerre. Surpris, Léo interrogea un démon, qui révéla qu'Echidna avait envahi le monde des humains pour faire du monde des démons un monde meilleur. Il déclara qu'il n'y avait jamais eu de roi démon comme elle, et un autre démon qui l'interrogea affirma n'avoir jamais rencontré de femme aussi méritante, car elle leur avait interdit de nuire injustement aux humains lors de leur invasion. Elle souligna également qu'Echidna se tenait en première ligne pour les mener au combat, et un lutin qui l'interrogea affirma qu'Echidna distribuait des éloges à tout le monde, y compris aux lutins comme lui, ce qui faisait d'elle une souveraine bienveillante. Après avoir entendu tous leurs témoignages, Léo envoya un œil sphérique observer Echidna, et après avoir vu l'enregistrement, il réalisa qu'Echidna pourrait être la successeur qu'il recherchait. Il comprit qu'il pouvait faire plus que simplement conquérir son cœur en comblant le fossé entre le monde des humains et celui des démons. Il décida de lui accorder une interview avant de partir sauver le monde. Ce jour-là, Léo commença son dernier voyage, celui de cesser de se comporter en héros en se suicidant. Face aux 4 généraux, il les évalua pour voir s'ils étaient dignes de confiance. Après les avoir vaincus, il entra dans la salle du palais où il applaudit tous les gardes présents avant d'affronter Echidna. Il affronta ses épées, décidant de déterminer si elle était la bonne personne à qui confier sa vie, puis il vainquit sa forme monstrueuse pour mettre fin à la guerre. Dans le présent, Léo sourit en remerciant Echidna tandis que le sort anti-Léo s'approchait de lui, et elle comprit que c'était ce qu'il désirait depuis toujours. Echidna sentit tous ses os se tendre tandis que le sort de lien maintenait Léo en place. Alors que du sang jaillissait de ses yeux, Echidna comprit que son corps ne pouvait pas le supporter, car elle bloquait des milliers d'années de pouvoir à elle seule. Elle comprit que c'était sa seule chance de le vaincre, car elle ne pouvait le retenir que 6 secondes de plus. Léo réalisa qu'il n'avait pas été en danger depuis des siècles, car il était désormais figé sur place sans accès à ses millions de capacités, et il sourit car il savait qu'il était enfin sur le point de mourir. Echidna réalisa que Léo avait vécu une vie misérable pendant des millénaires et qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en héros, car il ne pouvait compter sur personne pour protéger le monde à ses côtés. Ils se souvinrent tous deux de son passage au sein de l'armée sous le nom d'Onyx,
et comprirent que le souhait de Léo était de trouver quelqu'un qui le sauverait. Léo était heureux d'avoir choisi Echidna et sa bande comme derniers compagnons, car il savait que les mondes s'uniraient après sa disparition. À cet instant, les généraux démons se relevèrent et Léo comprit qu'il ne voulait pas mourir. Echidna affirma alors qu'elle lui offrirait une mort héroïque avant d'ordonner à ses généraux de l'achever. Les 4 généraux frappèrent Léo de leur plus belle arme, qui les remercia tous avant de s'effondrer au sol. Après cela, les généraux fixèrent le corps de Léo avec un mélange de choc et de tristesse dans les yeux, et Echidna poussa un cri dramatique pour marquer la fin de leur combat. Quelques minutes plus tard, Léo se réveilla et savoura sa défaite lorsqu'Echidna et ses généraux s'approchèrent de lui. Lily tenta de le câliner comme d'habitude, mais Melny la retint et Echidna demanda à Léo s'il aimait jouer le rôle d'un seigneur démon de Walmart. Léo répondit que c'était plutôt amusant et avoua avoir toujours rêvé d'être le méchant avant de se dire heureux de pouvoir le faire avec Echidna. Echidna l'accusa d'être indulgent avec eux, et lorsqu'il tenta de nier, elle souleva le fait qu'il l'avait laissé le prendre volontairement. Léo lui demanda s'il aurait dû esquiver avant de souligner qu'ils étaient en train de perdre lourdement. Chutina expliqua qu'il était venu là-bas en s'attendant à perdre contre eux et Léo se dit heureux car, même si son plan n'avait pas entièrement fonctionné, ils avaient réussi à le neutraliser avant qu'il ne tue tout le monde. Echidna le traita alors d'idiot en faisant remarquer que son jeu stupide avait failli leur coûter la vie, et Léo lui sourit simplement en guise de réponse. Léo leur offrit alors la pierre philosophale à l'intérieur de sa poitrine et révéla qu'il avait utilisé une commande d'urgence pour se couper de l'énergie de la pierre, ce qui signifiait qu'il n'avait que 300 secondes pour la prendre. Melny demanda s'il suffisait de le retirer, et Léo accepta avant de lui révéler que ce serait comme faire sauter le bouchon d'une bouteille. Melny s'avança pour le retirer, mais Lily commença à supplier Léo. Cependant, Edward la retint et lui dit d'arrêter de faire des histoires, car Echidna n'allait pas bien. Lily se mit à pleurer à chaudes larmes et Echidna remarqua que Léo souriait, car il protégeait l'humanité jusqu'au bout. Elle comprit qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit ni de détruire leur monde, et qu'il avait volontairement choisi de mourir, sachant que son sacrifice apporterait la paix aux 2 mondes. Elle admit douloureusement qu'il était un véritable héros et, lorsqu'il lui rappela que le temps pressait, elle lui demanda s'il avait des regrets. Léo répondit qu'il n'en avait aucun, car quelqu'un de digne de ce nom allait reprendre son travail. Melny essaya de faire taire Lily, mais ses yeux larmoyants ne firent que la faire pleurer encore plus fort. Léo s'excusa alors auprès d'eux pour tous les problèmes qu'il avait causés et Echidna s'assit à côté de lui pour récupérer la pierre. Cependant, elle lui donna une légère claque au visage et un coup de pied dans le ventre avant de déclarer qu'elle avait changé d'avis, car c'était trop de travail. Echidna lui rappela alors qu'elle était la reine des démons et qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec lui, avant d'annoncer à Léo sa décision officielle de l'engager. Elle évoqua le fait qu'il possédait la pierre et qu'il avait aimé pendant des millénaires avant de le nommer ambassadeur entre le monde des démons et celui des humains. Léo tenta de lui rappeler que le temps pressait, mais Echidna répondit qu'elle s'en fichait et Edward affirma qu'il n'en attendait pas moins de la reine. Léo dit à Edward de la raisonner ou de retirer la pierre lui-même, mais le baraquet se déclara d'accord avec la décision d'Echidna. Il alla même jusqu'à dire qu'il souhaitait en apprendre davantage de Léo et souligna que sa mort lui rendrait un grand tort. Léo fut surpris par sa stupidité, et Edward lui dit qu'il était l'homme le mieux placé pour unifier leur monde, puisqu'il avait vécu des milliers d'années. Il dit aussi que Julieta s'était prise d'affection pour Léo, ce qui signifiait que le voir mourir ferait pleurer sa fille, puis il supplia Léo de reconsidérer sa décision. Léo lui demanda si son crâne épais était vraiment si vide et Lily sauta immédiatement sur lui. Elle le réprimanda pour ne pas avoir demandé leur aide lorsqu'il était en difficulté avant de lui rappeler la leçon qu'elle lui avait donnée sur le pouvoir de l'amitié. Lily se mit alors à pleurer sur lui en admettant qu'elle était trop stupide pour comprendre pourquoi il voulait mourir, et elle dit qu'elle l'écouterait avant de le supplier de ne pas mourir sur elle. Melny s'avança alors vers Léo, et Léo pensa qu'il était l'homme parfait pour le travail puisqu'il était l'assassin réside au sang-froid, mais Melny se mit soudain à lui donner des coups de pied. Melny prétendit que les mots, l'attitude, le regard de Léo, tout ce qu'il avait, criait qu'il voulait vivre, et commença à le frapper en le suppliant de vivre. Léo tenta alors de supplier Chutina de l'éliminer, mais celle-ci pointa son bâton vers lui avant de lui demander pourquoi il voulait se détruire. Léo tenta d'expliquer qu'il n'avait pas le temps, mais elle lui dit d'arrêter ses bêtises. Il lui répondit alors qu'il cherchait à protéger l'humanité, raison pour laquelle il avait été créé. Il révéla également que les membres de la série Démon étaient dotés d'un masquage mental, ce qui les empêchait d'éprouver des sentiments blessants envers les humains, et leur expliqua que l'ego qu'il avait développé désactivait ce masquage mental. Il affirma qu'il ne pourrait conserver son identité s'il ne protégeait pas l'humanité, et tenta d'expliquer Forget, mais Chutina l'interrompit en soulignant que son ego puissant lui permettrait de désactiver son ordre de protéger l'humanité. Il répondit que c'était impossible, mais elle lui ordonna d'essayer immédiatement. Léo entra alors dans son subconscient et parvint à faire taire la voix dans sa tête, qui lui répétait constamment de protéger l'humanité. Léo fut stupéfait par son exploit,
et Echidna lui fit remarquer qu'il restait 20 secondes avant de lui dire qu'elle le ferait mourir s'il voulait vraiment mourir. Elle lui conseilla alors de ne pas gâcher sa vie en étant piégé par les ordres de quelqu'un d'autre s'il voulait vivre, ce qui lui rappela les paroles d'Ibrad. Alors que sa blessure se refermait, elle lui dit d'abandonner son rôle de héros et de travailler sous ses ordres. Léo lui prit la main et se releva, ce qui poussa Lily à le serrer dans ses bras en pleurant de joie. Le lendemain, Léo retrouva Echidna, qui lui demanda s'il regrettait de ne pas avoir saisi sa seule chance de mourir enfin. Léo promit de réaliser son souhait en trouvant un moyen pour l'humanité et les démons de coexister. À ce moment-là, plusieurs démons apparurent pour informer Echidna et ses généraux des différents problèmes du royaume, alors ils partirent tous accomplir leur devoir. Alors, selon vous, quel démon méchant Léo va-t-il vaincre en premier maintenant qu'il a le libre arbitre? Echidna? Chutina? Lily? Ou peut-être même Melny? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.